So, may we start? J'écoute. Mais attention, hein. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. Ce que tu dis n'a aucun sens. Mais je ne te permets pas de me vouvoyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit, hein. Ça va, ça suffit. Attendez, non, c'est intéressant. Développez. L'aigle va fondre sur la vieille buse. Joli. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Vous avez mal jugé, Guy. Ne bougez pas, on va s'occuper de tout. Bonjour, bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour cet 4e épisode des Enfants Terribles. Nous allons parler des vampires au cinéma. Pablo qui est devant moi. Oui, ça va sucer grave ce soir. Oh là, rien à voir. Ça y est. Bon, comme vous l'avez compris, ça va être un épisode un peu relâche, parce que le sujet quand même est costaud. On va parler des vampires au cinéma. Donc déjà, ça brasse presque un siècle de cinéma. Plus en fait, ça brasse 1922, Nosferatu. Donc ouais. Ça brasse plus d'un siècle. Et dis-nous tout, y a-t-il une structure à ton épisode? Non, il n'y en a aucune, c'est du libre ça va être le service. bordel. Donc avec moi, j'ai Pablo, évidemment. Enchanté. Nous avons aussi Simon, Bonsoir. qui était là pour Megalopolis, et Faustine, qui était là pour The Substance. Bonsoir. Donc, je vais laisser la parole à celui qui a travaillé le plus ici, c'est Simon. Lui, il a une structure, il a tout plein de choses. Et on va attaquer cet épisode-là. Oh non, il est pas au chômage, non hein? Non, même pas, c'est pour ça. On peut demander à Ombre Blanche, je pense pas que tu sois au chômage. Surtout en ce moment-là, on enregistre en décembre et Ombre Blanche, c'est pas au chômage. Ça, y a du monde. Donc voilà, bienvenue. Vampire au cinéma, je te laisse la parole, Simon. Bon, je pense que déjà, ce qui est essentiel à dire dans le film de... Je suis pas un spécialiste du vampire, voilà, je veux pas me dire... je sais pas d'où l'origine du vampire, mais je sais que l'origine du vampire, en tout cas dans le cinéma, pour le cinéma, ça va être vraiment l'œuvre de Bram Stoker, qui est essentiel. Le livre, ouais. C'est ça, qui est sorti à la fin du 19e siècle, j'ai plus la date exacte. Mais parce que c'est déjà une œuvre fondatrice intemporelle qui a instauré vraiment tous les mythes en rapport avec le vampire, et qui a aussi surtout instauré toute sa thématique autour du tiraillement, enfin parce que pour moi Dracula, le livre de Stoker, ça explore les peurs, les pulsions et les tensions d'une société qui est en pleine mutation. Donc à cette époque-là, on était en pleine époque victorienne, donc une époque qui était très corsetée, etc. Et Dracula, il venait là un petit peu démanteler tout ça, venir tenter des personnes qui étaient très renfermées. Les bourgeois, souvent. Une aristocratie qui était très renfermée, Puritaine. Puritaine, etc. Et en fait, Dracula, il venait là un peu chambouler tout ça, parce qu'en fait, ce Dracula, il faisait remonter des peurs ancestrales face à une incompréhension. Donc il y a un côté qui est très religieux, qui est essentiel pour moi dans le mythe du vampire et dans Dracula. En gros, tu veux dire qu'ils leur retiraient leur balai dans le cul en les suçant par le cou, c'est presque c'est presque ça. Non, mais après, non, plus sérieusement, en vrai, c'est que je pense que vraiment Stoker dedans, il a une volonté vraiment essentielle de montrer que il y a une importance qui est dans le roman. Pour ceux qui l'ont lu, c'est déjà un roman épistolaire. C'est le seul qui reprendra un peu ce truc épistolaire. Enfin, en tout cas, des films de vampires que j'ai vus, c'est le Dracula de Coppola qui est celui qui respecte plus la structure du roman, en fait, et qui en même temps fait le film le plus baroque, le plus exhaustif. On en parlera sûrement plus après. Oh oui. Mais le roman de Stoker, il est très imprégné par la progression de son époque. On entend beaucoup de phonographes, on entend beaucoup de... Quand on lit, il y a beaucoup d'allers-retours dans les trains, il y a vraiment une société qui est en pleine mutation, donc il y a une forme de progressisme en fait. Et au milieu de tout ça, t'as Dracula qui arrive avec ses mythes anciens, païens, etc., qui incarne en tout cas tout ça. Et la seule explication face à ça, c'est une croyance en Dieu. C'est de revenir vers Dieu, vers la foi, et c'est de l'allier avec la science en fait. Et c'est ce que dit Van Helsing, le docteur qui est docteur qui est là, qui connaît les mythes de manière un peu discrète en fait, parce que on n'est pas censé savoir dans ce monde-là que les vampires existent, mais quand il ressurgit, etc. T'as Van Helsing qui arrive et qui est lui un spécialiste du vampire, et lui, tout le long, c'est un docteur, c'est un scientifique, c'est tout ce qu'on veut, il est très rationnel, et en même temps, tout le long, il rappelle Dieu, la foi constamment, parce qu'on a besoin de Dieu, on a besoin de la foi pour en fait expliquer cette chose qui est inexplicable, qui est incarnée par Dracula. Et Dracula, qui du coup, lui, incarne un petit peu tout... toute cette l'esprit du mal, la tentation,
les choses qu'on doit pas voir, l'addiction, c'est la séduction. Enfin. La séduction, voilà, c'est vraiment, il y a une dualité qui est constante entre la rationalité scientifique, donc comme je disais, et les superstitions anciennes. Et donc qui se ressent complètement dans le roman. Et moi, ce que j'ai l'impression en revoyant les films, moi j'ai revu vraiment les principaux. Donc pour moi, les trois essentiels un peu c'est le Nosferatu de Murnau, qui est du coup une réadaptation du Dracula de Stoker, mais il n'avait pas les droits. Voilà, il faut expliquer un peu. C'est toujours. Moi, je l'ai appris il y a pas très longtemps non plus pour le podcast et parce que j'avais envie. C'est Nosferatu. Techniquement, c'est quand même Dracula. Hein, oui. Il avait pas les droits pour le tournage, c'est ça? Parce que lui, il a tourné en Allemagne. Moi, j'ai pas les détails, j'avoue. Mais en fait, il avait pas les droits, en tout cas, pour nommer Dracula, le personnage de Dracula. Du coup, il en a repris la structure essentielle. Et en fait, Nosferatu, c'est un mot qui est utilisé dans le Dracula de Stoker. En fait, ça veut juste dire vampire dans apparemment, une langue de pays de l'Est. Soit non-vivant, non-mort, il y a plusieurs non-morts, voilà, il y a plusieurs traductions, je crois. C'est ça. Et il y a, pour moi, voilà, il y a les trois essentiels qui ont un petit peu bâti vraiment le mythe du vampire au cinéma. Hein. Je parle toujours bien au cinéma parce que je peux pas me dire spécialiste du vampire en littérature, on ne l'est etc. pas. Hein. Mais voilà, c'est le Nosferatu de Murnau. Ouais. Il y a le Dracula Todd Browning. Et après, il y a le vampire de Dreyer qui est un peu le moins connu et un peu le plus inaccessible en termes de, je trouve, il est assez exigeant en termes de visionnage. Et voilà. Et après, en fait, pour moi, au cours de l'histoire du cinéma avec le vampire, c'est qu'on a essayé de faire plein de variations, souvent du roman de base de Stoker, qui est vraiment, c'est un peu la bible du vampire au cinéma. Ils utilisent et ils réadaptent à chaque fois, ils remodèlent le récit, etc. Ils le concisent, ils rajoutent des personnages, ils enlèvent un personnage. Enfin, voilà, c'est assez riche. C'est super intéressant quand on s'intéresse vraiment à la narration du Stoker, c'est que on voit comment ils réadaptent les personnages en fonction du budget, de ce qu'ils veulent raconter, parce que c'est souvent des films très... Enfin, en tout cas, le roman de Stoker, il est vraiment très, très, très dense. Hein. Je veux dire, quand Jonathan Harker va en Transylvanie voir le comte Dracula, et qui après il est emprisonné, ça dure des mois. Il n'y a que Coppola qui le montre concrètement, cette dilatation du temps qui est vraiment large. Et il prend vraiment beaucoup de temps à le montrer parce qu'en fait il se perd en fait, Jonathan Harker dedans, il se perd dans les méandres des obsessions un petit peu qui ont été renfermées dans son subconscient en fait. Et Coppola, le Dracula de Coppola, il le montre avec des scènes qui sont hyper érotiques. Cette dimension là elle est ultra mise en avant chez Coppola. Et, on la doit, je pense d'ailleurs au Cauchemar de Dracula de Terence Fisher, qui est le film un petit peu c'est un des premiers films du fantastique dans la Hammer. Voilà. La Hammer qui est lui la fameuse production anglaise qui a vraiment produit une pêle-mêle de films de genre et de beaucoup de vampires et de le Cauchemar Dracula, c'est vraiment un film assez impactant sur ça. C'est celui-là avec Saruman là? Voilà, avec Christopher Lee, et le comte Doku. Et le comte Doku, tu as raison. Le papa d'un Charlie à chocolaterie. Et l'origine de l'inspiration de James Bond aussi. Ce mec. Oui, parce que c'était un agent. Ian Fleming, il a inspiré James Bond. Et c'était pas un agent secret pendant la guerre, ce gars? Il a été à la guerre aussi. Il a été le dernier mec à avoir vu. Enfin, je crois qu'il a vu la dernière. Comment ça s'appelle, exécution à la guillotine. Enfin, ce mec, il a une vie complètement zinzin. Christopher Lee, ouais. Aïe. Qui a joué Dracula dans combien de films, je crois? Il a joué 7-8 fois, je crois, le rôle pour la Hammer. Et le Cauchemar de Dracula, en fait, avec le Frankenstein s'est échappé, c'est les premiers films fantastiques de la Hammer qui feront leur succès, en fait, monument. Voilà. Enfin, un succès. La Hammer, pour contextualiser, c'était après les Universal Monsters. Voilà. Là où Bela Lugosi joue Dracula, c'est un des dans premiers. Le Todd Browning, voilà. Et là, celui-là reprend pas forcément le livre? Ce Dracula. Alors, le Dracula de Todd Browning, il va le reprendre, mais par exemple, Renfield, qui est un personnage fou dans le roman de Stoker, qui est là plus pour montrer à quel point en fait, la manipulation de Dracula peut être avancée. Là, dans le roman, par exemple, dans le film de Todd Browning, il commence, c'est lui le premier personnage qui arrive, comme Jonathan Harker dans Transylvanie, et en fait, il revient en bateau, etc.
Et en fait, on voit que c'est lui, Renfield, qui devient fou, John Darker. Voilà, en fait, ça. il est déjà en Angleterre. Enfin, en fait, c'est plein. Mais je sais pas si c'est très intéressant en fait de voir. Enfin, si je le disais juste avant, c'était très intéressant. Je suis paradoxal, mais c'est pas. Je pense pas que ça a un intérêt non plus de rester. Enfin, de s'axer à fond sur ça, parce qu'en fait, c'est vraiment des récits qui s'entremêlent, etc. Oui, parce que Renfield, quand on rencontre ce personnage-là, il est déjà fou, hein, il est déjà en prison, il est déjà... Voilà, c'est ça, exactement. Il est aussi dans Nosferatu, lui, non? Ouais, mais il a pas le même nom, mais c'est toujours le même perso, en gros. Oui, dans Nosferatu, il s'appelle... C'est un... Oui, c'est un... Ah merde, il est trop bien, ce personnage, vraiment, genre, c'est lui qui bouffe des rats, tout ça. Oui, voilà, les mouches. Ouais. Il chope les mouches pour essayer de... Dans le s'enfuir. Coppola, il est encore plus dégueulasse avec ses verres, tout ça, je l'aime beaucoup. Ouais, on a cru que c'était Ron Perlman. Oui, c'est vrai, qui il a un jouait peu dans le Coppola. la première scène, il a un peu cet air-là. Bah là, pour le coup, dans le Coppola, il s'appelle Renfield, parce que lui, il reprend vraiment les mêmes noms. Livre, Dracula, Lucy Akers. Ouais, Lucy Akers. Du coup, tous les trois, quel est le film de vampire que vous sortez du lot, celui que vous aimez le plus, ou celui qui vous a marqué le plus Parce qu'il y a quand même une liste assez énorme. On n'a pas tout vu, je crois pas. Pas eu le temps. C'est très dense, donc je sais pas. Toi, Simon, par exemple, vu que tu as la parole, je continue avec toi. Moi, je suis assez attaché, forcément, Dracula de Coppola, parce Bien que sûr. bon, c'est ce que j'allais dire, c'est que avec les 3 films essentiels qui ont été les fondements, ces 3 films dont je parlais tout à l'heure, ils ont ensuite permuté vers faire plein d'autres films de vampires. Il y a eu 10 000 variations possibles. Et en fait, celui-là, le Dracula de Coppola, il est hyper passionnant parce qu'en fait, il synthétise un peu toute cette histoire du cinéma de vampire et il ressurgit toute cette mémoire, cette passion. On en parle avec Megalopolis, et c'est pour ça qu'on en fait un lien, mais c'est qu'il y a une passion archéologique du cinéma de chez Coppola, c'est qu'il va retracer toute l'histoire du cinéma en un seul film, et pas pour faire du maniérisme, pas pour le déconstruire, ou pas pour en faire un truc cynique, etc. C'est vraiment pour parler une envie de ressurgir toute la mémoire du cinéma, un peu à l'image de Dracula, qui a cette obligation, cette malédiction d'avoir envie du sang pour pouvoir continuer à permuter, à faire continuer son existence, en fait. Et moi, je vais lire un peu mes notes là, mais c'est qu'il y a surtout une analogie qui est incroyable, et ça, je pense que c'est assez connu, mais moi, c'est l'article de Jean-Baptiste Toré qui a fait un gros article sur Dracula qui est incroyable. Hugo, si tu nous entends, on t'embrasse. Ouais, voilà. Et il le dit lui-même dans Toré que ce rapport entre le cinéma et Dracula se fait en fait... il y a ce même rapport, en fait, ce même geste d'enregistrer, de filmer, etc. C'est le même, il y a une analogie avec le Dracula qui essaye qui mord ses victimes, en fait. En mordant ses victimes, en fait, il les rend immortels, mais il les rend malheureux parce qu'en fait, leur immortalité, elle est. Tu veux dire comme le cinéma qui capte quelqu'un, qui le rend immortel par l'image. Exactement. Et en fait, fantomatique. Ces images-là, il les emprisonne en fait dans la pellicule. Et la pure naissance du cinéma, au début quand le cinéma existait, les gens avaient peur en fait du cinéma. Et je sais pas si vous connaissez ça, tout ce qu'on a fait la fac, je crois qu'elle est fausse cette anecdote. Non, elle est fausse. Je crois aussi qu'elle est d'accord. Non, mais du train. Du train. Je parle pas du train, mais je parle pas du train, excuse-moi. Non, je parle de Maxime Gorky. Je pas ça. Maxime Gorky, qui est l'écrivain russe, qui, que la première fois il a vu ce film, il a dit on dirait le royaume des fantômes, en fait. Ah, mais si, c'est connu, pour ça que ça a été démenti, le truc. Enfin, voilà, Vias, oui, ok, c'est bon. Mais là, oui, effectivement, le truc de la guerre du train de lumière, que les gens avaient peur que le train sorte de l'écran. Non, ça, oui, c'est faux. Mais ce qui est intéressant quand même, tu vois, je veux dire, même si c'est faux, l'idée qu'on est construit sur ça, oui, c'est le cinéma a impressionné à l'époque. Et pourquoi le cinéma a impressionné à l'époque, c'est parce que du coup on voyait ces personnages en mouvement, figés en fait dans quelque chose qui est intemporel et éternel, et la pellicule, le temps, etc. permettait ça en fait. Et c'est cette analogie là qui fait Coppola entre le rapport de Dracula qui immortalise ses proies jusqu'à la fin des temps, mais qui les rend malheureux parce qu'ils sont addicts, etc. Et ils ont la même malédiction que Dracula. Ça, thème aussi hyper important, Coppola, le temps, quoi. Le temps,
par rapport aux vampires, c'est une thématique ça qui est dans tous les films. Voilà. T'as pas intérêt à reparler de Mégalopolis. Attends, ça va venir, bouge pas. Parce que voilà, un vampire est immortel, il traverse tout le temps, il vieillit pas, enfin si, en tout cas, il vieillit, mais ensuite il se régénère, etc. C'est ça. Mais chez Coppola, voilà, comme tu dis, c'est ce rapport au temps, et dans L'Homme sans âge aussi, exactement. Il y a cette même idée que ce personnage qui veut apprendre toute la généalogie, le savoir du langage de l'humanité. Il avait cette besoin de temps pour pouvoir créer cet objet ultime en fait. Et Dracula c'est un peu la même chose, c'est une malédiction du temps qui est aussi une malédiction qui vient de traumatisme, la mort de sa femme, etc. Bon voilà, je vais pas aventurer, mais voilà, c'est parce qu'il y a cette analogie avec le cinéma, c'est parce que c'est le meilleur film qui parle de cinéma en fait. Il en parle super bien, c'est très beau et c'est très poétique. Et d'ailleurs, il y a tout un passage, non, où il se retrouve avec Mina en ville et qui vont voir des vues de lumière. C'est ça. En plus, il y a les trains qui viennent, qui reviennent. Ouais. Mais j'ai eu peur, moi, je me rappelle, on l'a vu avec Pablo là, et j'ai eu peur qu'il fasse cette scène, on voit le train qui arrive, je me suis dit, est-ce que les gens vont bouger ? Non, ils bougent pas. Est-ce qu'il l'a fait exprès parce que lui sait que... Apparemment, c'est un mythe que les gens n'ont pas bougé, n'ont pas eu peur comme ça. C'est intéressant parce que dans cette scène, il montre aussi le début du porno. Parce qu'on voit des trucs un peu lubriques et tout ça, et c'est intéressant parce que du coup c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais au début du cinéma aussi c'était pour ça que les gens filmaient, c'était pour voir du sexe, pas juste en image quoi, et forcément dans ce film là qui est hyper centré sur ça, sur tout l'érotisme, beaucoup, c'est hyper intéressant d'aborder cet aspect là du début du cinéma quoi. Les scènes de transformation elles sont quand même particulièrement érotiques, on pense à alors après, là, il y a quand même un gros débat dans la commu féministe sur la scène où Lucie se fait transformer par ce lycanthrope, là, cette sorte de loup-garou, où elle est a priori assez inconsciente. C'est Lucie qui se fait... Ouais, c'est Lucie la rousse. Oui, d'accord, oui, non, c'est ça, pardon. La pote de Mina, là. Oui, elle était terrifiante, cette... Elle est terrifiante, j'ai dû l'analyser il y a 2 ans en classe. Autour d'un dossier traitant de la représentation du viol au cinéma. Youpi, chouette sujet. Et notamment dans les films un petit peu fantastiques et de genre. Et donc, on avait pris cet exemple de la transformation de Lucie dans le Dracula de Coppola. Et en fait, la scène, elle est quand même présentée comme un truc ultra érotique, ultra... c'est vrai. Ouais, mais quand même dérangé plus que oui. Mais c'est plus dans la gestuelle du personnage féminin qui est... en fait, elle est mi-endormie, mi dans le plaisir absolu. Parce qu'elle est envoûtée. Elle est manipulée. Oui, c'est ça. Par rapport aux scènes des femmes de Dracula, des maris de Dracula, là, on n'est pas sur le même érotisme. Là, il y a un côté très horrifique dans la mise en scène et tout. Ouais, complètement. Et du coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce message où, cette ambiguïté. Peut-être qu'il y en a un peu, mais c'est moins ambigu quand même que ce que j'aurais pu croire, cette scène de viol là. Ouais. Parce que c'est un viol, de toute façon, c'est évident. Oui, non, mais voilà, mais en fait, la question qu'on se posait justement, c'est comment elle est réceptionnée auprès du public, tu vois, cette séquence. Parce qu'effectivement, elle a un truc ultra horrifique, ça se passe la nuit, il y a de l'orage, c'est quand même un lycanthrope, à la base, c'est pas ultra sexe, quoi. Mais en revanche, elle est dans cette posture hyper érotisée et sexualisante, quoi. En tout cas, elle prend beaucoup de plaisir. Moi aussi j'ai pris mon pied personnellement en vrai. Quelle horreur. Ouais, tu m'étonnes. Après non, j'ai pas trop c'est bizarre, je l'ai vu récemment en plus, mais je l'ai pas trop en tête, mais je peux te la décrire en détail si tu veux. Oui, vas-y. Non, en vrai il y a je pense que Coppola, pour moi il assume en tout cas la dimension érotique, parce qu'en fait comme je disais, en fait il ressurgit toute la mémoire du cinéma, en tout cas du cinéma de vampire dans le Dracula, dans son Dracula. Et cette dimension un peu très, très sexuelle, etc., revient complètement, je me disais, le cauchemar de Dracula de Terence Fisher. Parce que le cauchemar de Dracula de Terence Fisher, c'est celui qui va un peu s'éloigner du côté surnaturel en fait, du vampire. Parce que dedans, le Christopher Lee, c'est vraiment quelqu'un qui est très bestial, très primaire. Et littéralement, dedans, les femmes sont montrées comme des êtres qui s'ennuient avec leur mari. Et qui, en fait, c'est comme si elles trompaient leur mari avec Dracula, qui est complètement assumé. En fait, pour moi, c'est vraiment le film a voulu assumer cette dimension-là le film de Terence Fisher.
face au, voilà, encore une fois, comme je disais dans le roman de Bram Stoker, face au puritanisme qui représente une forme d'ennui. Et là, on est à la fin des années 50 et je pense que voilà, Dracula, celui de Coppola, ça va être un peu difficile de dire le Dracula de Coppola, le Dracula de Fischer, le cauchemar des trucs, là, c'est un peu bordélique. Mais voilà, moi je pense qu'il y a une dimension érotique, c'est parce qu'en fait Coppola a voulu vraiment faire ressurgir toute cette référence en fait en un, et c'est vrai que du coup ça peut donner cette impression, enfin en tout cas moi c'est vrai que c'est ça qui peut être un peu éreintant, hein. C'est comme le Mégalopolis, hein. C'est ce foisonnement. On y est. Ce foisonnement. Voilà, il y a beaucoup de choses, c'est clair. Foisonnement d'images, et c'est un peu comme la créature lui-même en fait. C'est que le Dracula. Multiforme. Dedans, il est multiforme. Voilà, il passe d'une forme à une autre, etc. À la fin, on n'en sait même plus qui il est vraiment. Ça, c'est incroyable. Au niveau du maquillage pour ce film, des costumes et tout, déjà. Oui, Francis, bravo. C'est ça. Et toute son équipe. Du coup, toi, Pablo, t'aurais un film de vampire que tu voudrais nous parler, qui t'est marqué? Bah écoute, comme tu l'as dit, on l'a regardé il y a pas longtemps, celui de Coppola, et j'avoue que ça m'arrache une couille de le dire, mais le film est exceptionnel. Il a une couille contre Coppola. La dent et la couille du coup. Mais vraiment, le film est exceptionnel et je pense que c'est peut-être mon Coppola préféré, celui-là. Mais c'est pas mon film de vampire préféré. Je l'ai redécouvert il y a quelques jours. C'était un film de mon adolescence, vraiment Génération perdue ou The Lost Boys en version originale. Quel film de fou furieux, vraiment. Ça te place dans les années 80, mais genre pur et dur. Ça se voit que c'est des mecs qui déjà ils kiffaient leur époque, à leur époque, tu vois. Et c'est l'affrontement d'un groupe d'adolescents nerds un peu qui lisent des BD vampiriques, tout ça, et un groupe de loupards un petit peu rockers, un petit peu comment on dit, motards, tout ça, qui sont secrètement des vampires. D'accord. De curée permanente. Vraiment, exactement. Et les coupes explosives des années 80. Et c'est des vampires, ces loupards-là. Et du coup, les nerds s'improvisent chasseurs de vampires. Et c'est à base de scènes hyper jouissives, de pistolets à eau avec de l'eau bénite, et de de plein de petites bonnes idées comme ça, de mise en scène, et avec des musiques de zinzin. Et franchement, je vais pas spoiler parce qu'il faut que vous le voyez, mais cette fin, qui est une sorte de fin positive typique des années 80, en fait elle est restée en moi pendant quelques jours et j'ai l'impression que c'est une fausse fin positive avec un message caché étrange. Donc franchement je vous laisse regarder et découvrir cette petite pépite. Génération Rebelle alors 2. Génération Perdue. Oh, pardon. Ah oui, Génération Rebelle, c'est le film que j'ai recommandé. Mais du coup, ça fait du bien de redire Génération Rebelle, regardez ce film, putain. Mais du coup, c'est de Joel Schumacher. Ah d'accord. Le mec, il a fait pas mal de trucs intéressants. Chute libre, derrière Batman et Robin. Tous les mauvais Batman. Mais Chute libre surtout. Chute libre, effectivement. Et puis il avait fait quoi d'autre lui? Génération Perdue, ok. Trop cool. Franchement, il faut le voir. Je me le note de ce pas. Faustine, tu veux nous parler de quel film? Ça va être dur en vrai parce que... Dur de choisir parmi la liste énorme. En fait, c'est dur de choisir parce que comme je vous le disais en avant-podcast, en fait, moi j'ai été un peu biberonnée aux films de vampires et aux vampires en général. J'ai un papa qui m'a fait regarder beaucoup trop tôt, d'ailleurs, des films de vampires et de loups-garous. Et en fait, le premier film d'horreur que j'ai vu quand j'avais 8 ans, c'était Vampire, vous avez dit Vampire de Tom Holland, pas celui que vous connaissez, j'adore un Tom autre. Holland. Pas lui. Il était pas Puis né, là. après il a tourné Spider-Man. Quel beau gosse. Non. Et en fait, moi j'associe le vampire vraiment à mon enfance et aux films que j'ai vus étant enfant et étant adolescente via mon père, quoi. Et Vampire, vous avez dit Vampire, ça m'avait quand même vachement marqué parce que j'ai vu un infini des possibles du cinéma à travers ce film qui en soi pas objectivement excellent, quoi. Mais voilà, c'est des films un peu plaisir coupable qu'on associe tous à notre enfance. Et avec celui-ci, je mets Génération Perdue aussi, mais ça c'est vraiment un banger quand même. Je suis complètement d'accord, je l'ai découvert aussi très jeune et j'ai complètement adoré. De toute façon, l'univers des années 80, comme Vampire, vous avez dit Vampire, Génération Perdue, c'est les années 80, c'est les vampires dans les années 80, ils ont des vestes en cuir, ils sont trop beaux, mais en même temps assez animal aussi. Et c'est chouette. Et j'y associe aussi Van Helsing, bien évidemment. Oh là là là. Hugues, si tu m'entends, viens à Toulouse.
Quand on en parle. Quand on parlait de scènes de transformation tout à l'heure dans Van Helsing, il y a un truc au moins qui, je pense qu'il faut noter, même si je pense qu'il y a plusieurs très très bons points dans ce film, c'est les transformations mais en loup-garou. Dans ce film, les transformations en loup-garou sont dégueulasses, magnifiques et assez excitantes, si tu veux mon avis. Non, c'est vraiment juste des gens qui arrachent leur peau. Et en dessous, du coup, il y a de la fourrure et ils se transforment en loup-garou. Et du coup, tu sais pas comment ils se retransforment en loup-garou. Après, ils se réarrachent la peau. Non, mais à la fin, il y a Hugh Jackman qui se détransforme en loup-garou et qui redevient torse nu en prenant dans ses bras sa belle. Ma scène préférée. Qui est le réalisateur de ce film? C'est du coup Matthew Summers, le mec qui a fait La Momie. Stephen Summers. Ah, Stephen, merci. Putain. Ah oui, La Momie. Franchement, mais ça, c'est les bons films des années 2000. Ça, c'est 2000, bien 2000. Mais, franchement, début des années 2000, là, c'est bons films. La Momie, Van Helsing. Et dire qu'il y avait les années 80, les années 2000, et au milieu t'avais cette période creuse avec les années 90 où il y a juste celui de Coppola et quelques merdes. Enfin, ça c'est une merde d'ailleurs. Non, je voulais juste réattaquer Coppola, c'est tout ce que je voulais faire. C'est tout. 5 minutes avant, ça m'arrache les couilles de le dire, mais vraiment ce Dracula il est incroyable. Non, il est fou en vrai. Non, enfin voilà, moi j'aime beaucoup les vampires des années 80 qui sont ancrés dans l'époque relativement moderne des années 80. Qui sont à la fois un peu sexy et qui font à la fois ultra peur. Regardez-moi cette tronche, quoi. Enfin, il fait vraiment peur. Ah ouais, non, il est horrible. Là, c'est de vampire, vous avez dit vampire. Ah ouais. Très bien. Ouais, je trouvais ça super. Je peux faire un tout petit parallèle sur les années 80 là, mais moi j'aime trop aussi Génération Rebelle. Non pas du coup putain Génération Perdue. Ah ouais moi aussi je m'y perds, c'est une dinguerie. Mais du coup Génération Perdue parce que du coup là ils ont choisi que la classe un peu sociale des vampires ce soit du coup ces motards un peu en marge tout ça, alors que c'est 20 ans après les motards un peu hippies de Easy Rider ou des trucs comme ça, mais c'est quand même des gens un peu en marge, mais là un peu en marge dans la violence, dans la rébellion, tout ça, typiquement le meilleur personnage de Breakfast Club ou ce genre de personnage là, et du coup j'aime bien parce que du coup ce qu'on connaît très très bien des vampires c'est un peu le côté aristocratique, charismatique, c'est ce personnage là qui du coup ne vieillit pas, devient extrêmement riche mais quand même en marge de la société, c'est le mec plein de secrets mais qui essaie de s'immiscer quand même dans la société. Et là on est sur un peu un opposé où c'est des gens qui essaient au contraire de se sortir de cette société là, et du coup c'est ce que tu disais que Vampire, vous avez dit Vampire, c'est aussi un peu ce genre de personnage type, ouais. Mais j'aime bien l'idée que du coup ils aient choisi que cette fois ce soit pas des gens qui essaient de se glisser dans la société, de se glisser dans la peau de tout le monde, mais au contraire qu'ils se cachent en faisant un peu en étant bigger than life, comme dirait Gilles Lelouch, que du coup c'est un peu plus c'est gros plus ça passe quoi. Ouais. Non, ce que j'aime bien avec aussi ces vampires qui apparaissent dans les films dans les années 80 et 90, c'est qu'on est un peu post-libération sexuelle et quand même c'est un sacré sujet chez les vampires parce que on reprend l'exemple de Génération Perdue, on reprend l'exemple de Vampire, vous avez dit Vampire, ils ont quand même, c'est des films où les personnages vampiriques ont des charges sexuelles assez immenses quoi, oui. Même dans la séduction etc. En tout cas dans Vampire, vous avez dit Vampire, il y a une scène là dans la discothèque où ils dansent collés serrés là, avec la jeunette quand même parce qu'elle est encore au lycée la meuf. Et en fait, cette période-là de libération sexuelle, elle va hyper bien avec l'idée du vampire, quoi, parce qu'en fait, en soi, ça reste des séducteurs. Il faut être quand même hyper intime avec une personne pour atteindre cette partie-là. Je touche mon cou. Cette partie-là d'une personne. Et en plus de ça, aussi, dans les années 80, et ça résonne pas mal, je pense, avec le film de Coppola, c'est qu'on est en pleine période où le sida, il est quand même... entre guillemets à son apogée quoi. Il y avait quand même énorme Copola, mais oui. Ouais, c'est ça, mais je pense que celui de Coppola c'est un sujet mais avec un peu une sortie de ces années-là. On n'est pas sorti il parle de maladie, il parle de transmission. Ouais, c'est ça, transmission de sang et tout et voilà. Moi honnêtement je pense je suis désolé, c'est peut-être une analyse vraie mais je pense vraiment Coppola en tout cas, lui vraiment le Dracula de Coppola il se concentre essentiellement, je pense pas que ce soit un objet politique ou méta c'est un objet méta sur le cinéma quoi, pur et dur. Il peut être aussi politique, il peut faire les deux. Je suis pas, honnêtement en le revoyant là j'étais vraiment convaincu du fait que Coppola il a été vraiment sur l'idée de
je veux parler du cinéma à travers Coppola parce que vraiment pour moi c'est le plus intéressant. Dracula, putain, pardon. Le lapsus. Coppola il veut rester immortel. C'est ça. pour faire le film ultime. Non, il parle de lui dans chacun de ses films, ce gros mégalo. Oui, il dit qu'il est maître du temps. Ah non, finalement. Mais c'est qu'en fait je pense que Coppola parle de Dracula, enfin il se met dans Dracula dans le sens où voilà, Dracula il personnifie plein de tous les vampires qui ont existé avant et toute la mémoire du cinéma aussi. Et à la fin du coup vous vous souvenez de la fin, il meurt, en fait il renaît, il redevient normal. Et pour moi c'est vraiment l'idée que Coppola a un petit peu cette malédiction de vouloir retransmettre toute l'histoire du cinéma. Et qui peut pas parce qu'en fait c'est tellement immense et c'est pour ça que ces films à Coppola jusqu'à Megalopolis, tu vois, c'est des films qui sont ultra baroques, ultra exhaustifs et ultra tout à l'heure j'avais écrit toutes les refs qu'il y a dans le Dracula de Coppola. C'est immense par la technique les techniques de décor, tout ça, bien sûr. Je pense que pas forcément, et c'est pas forcément que le vampire en plus, c'est ça le pire, c'est j'avais écrit je l'avais pris de l'article de Toré, hein. Je vais pas te dire que c'est moi, mais on pense au romantisme du Nosferatu d'Herzog, au vampire meurtrier et suicidaire d'Anne Rice, donc c'est l'écrivaine qui a fait Entretien avec Vampire, qui a été ensuite réalisé par Neil Jordan. T'as la dimension érotique des morsures du cauchemar Dracula de Terence Fisher, à la théâtralité du Dracula de Browning, et au jeu hiérarchique de Bela Lugosi, au décor kitsch des films de la Hammer, au jeu poétique et au merveilleux insolite du réel vu par Cocteau, aux séances d'exorcisme de l'Exorciste, à la dimension gore et graphique du cinéma d'horreur des années 80, au jeu expressionniste d'ombre et de lumière de Nosferatu, etc. À Kagemusha aussi de Kurosawa. Enfin, c'est un film vraiment, il veut explorer. Et en fait, il avait déjà fait un peu son Mégalopolis d'une certaine manière. Mais voilà, on va pas discuter de Megalopolis encore, j'ai l'impression que je parle que de ce film. Par pitié, non. Mais voilà, moi je pense vraiment que c'est un film pur et dur sur le cinéma, quoi. Totalement, bien sûr. Que plus les films dont vous parliez, que j'ai pas vu du coup, Vampire, eux ont une dimension un peu plus... comment dire, qui vont revenir un truc plus terre à terre peut-être, plus en parlant plus de la société, plus... voilà. Après, c'est vrai que dans tous les cas, le vampire... dès Bram Stoker, comme je le disais au début, là, ça parle de la société, etc. Ça, c'est indéniable. De toute façon, tous les monstres parlent un peu de leur société et les humains un peu comme exactement. C'est ça. Le cinéma de genre, de toute façon, c'est toujours une manière de parler de la société à travers un divertissement, entre guillemets. Quoi. Que ce soit des vampires, des loups-garous. C'est ça. Je prends pour exemple les frères Bookerman qui avaient réalisé Teddy. Là, en ce moment, ils ont leur enfant après eux au cinéma. Ils ont parlé de ça dans une interview sur Combini, que voilà, ils ont utilisé ce monstre, ce film de genre, pour parler à leur échelle à eux, et parce que ce sont pas des sociologues, comme ils disent, pour parler à leur échelle de l'adolescence, de là récemment, En attendant la nuit, on voulait en parler aussi. Pareil, un dernier film de vampire qui est sorti cette année, français, ça parle de ça, ça parle de la différence, de l'adolescence, de beaucoup de choses, ça brasse beaucoup de sujets. Super film d'ailleurs, voilà, si on peut... en parler, Faustine, celui-là. Toi, t'as pas aimé? Moi, j'ai aimé parce que j'ai aimé ce côté en dehors des cases, la différence vraiment du personnage. Ça, j'ai beaucoup retrouvé ça comme Édouard en Mai d'Argent, un petit peu. Je trouve que le film ressemble énormément par les pavillons, par beaucoup de choses. Si. Et moi, je suis un fou d'Édouard en Mai d'Argent. Parce que je le vois partout. Je comprends bien, mais alors, c'est vrai que... Waouh, c'est dur d'en parler parce que j'ai pas envie de faire du mal au film, mais c'est vrai qu'en attendant la nuit, moi j'ai pas du tout été sensible à ce film-là. Alors je comprends bien ce que ça veut dire, je comprends bien où il veut aller en traitant de la différence d'un adolescent qui arrive pas à s'intégrer dans un groupe, exactement, qui arrive pas à s'intégrer dans un autre groupe de jeunes, qui a du mal à pécho, tout ça. Et sa famille autour. Sa famille autour qui pèse énormément sur ses épaules, et sa famille c'est aussi sa malédiction parce qu'à la fois elle essaie de le protéger et en même temps ça l'empêche de vivre. Je comprends bien
bien tout ça, mais c'est purement subjectif. J'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Après, je trouve qu'il y a plein de trucs hyper malins dans le film. J'ai bien aimé ce truc de la daronne, en fait, elle est infirmière et elle vole des poches de sang. C'est un peu plus moderne. Là, on parle, voilà, comme tu oui, disais, voilà, Simon. voilà. Là, on est vraiment sur du... Est-ce que un vrai vampire, là, de nos jours, en 2024, comment il ferait adolescent, comment, voilà, les gens autour de lui. Et j'aimais bien, voilà. C'est sûr que ça va peut-être pas plus loin, c'est un premier film. Non, en fait, je sais même pas. Je sais pas si je lui reprocherais le fait qu'il va pas assez loin ou quoi, parce que je trouve qu'il y a plein d'intelligence en vrai dans le film. C'est juste que vraiment, je me suis embêtée quoi. Okay. Mais c'est pas une très grande analyse que j'en fais. Non, mais c'est le cinéma subjectif. C'est vraiment, je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Et pourtant, j'étais bien partie. Je me dis film français qui parle de vampires et tout. Les Belges ont fait mieux, tu veux dire? Pas les Belges, pardon. Les Québécois. Les Québécois ont fait mieux. Ouais, à mon sens, ouais. Avec vampire humaniste, recherche suicidaire consentant. Exactement. Ça, c'était vraiment Déjà, chouette. le titre, c'est du génie. Ça, c'était très chouette. Mais ouais, pour le coup, je suis team Québec. Mais franchement, continuons en France à tenter les films de vampires, les films d'horreur, les films de science-fiction. Tentons, allons-y. Enfin, franchement, il y en a plein qui sont sortis, qui sont trop bien, mais juste celui-ci... très subjectivement ne m'a pas du tout emballé quoi. Moi pour repartir sur ton point de vue, j'ai le même par rapport à un film de vampire ultra connu, ultra bien critiqué, je veux dire, c'est celui de Roman Polanski, Le bal des vampires. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai vu il y a longtemps, moi je l'ai pas revu là pour le cas. Je sais que c'est un film qui a plutôt du coup la dimension plutôt comique en fait du vampire, plutôt presque pastiche en fait. C'est un film qui récupère le mythe pour en rire. Pour en rire, bien sûr. Est-ce que c'est drôle? Bah non, enfin moi je suis passé à côté. Ça, après le rire, pour moi c'est subjectif. Je sais qu'en tout cas la mise en scène, les décors, sa manière fonctionne en fait. Voilà, tout ton concorde à aller vers en tout cas la dimension comique. Après oui, est-ce que c'est drôle ou pas? Moi franchement j'en suis un peu, donc je peux pas dire si. Moi je suis vraiment passé à côté. J'ai souvenir d'avoir passé un très bon moment, mais après voilà avec le recul. Moi j'ai un souvenir un peu effrayant d'enfant aussi, enfin plus ou moins effrayant parce que ça reste de la parodie, ça reste du pastiche, mais. Un pastiche, un riche. Oh le riche. Comment rebondir là-dessus? Non, j'ai un vague souvenir aussi de ce film-là, mais alors je pense que j'ai pas autant détesté que toi, ça c'est sûr. Mais on n'aime pas Roman Polanski pour autant. Ah, ça critique Roman Polanski. Pour fêter ça, petite bière. Je couperai, il est formidable. Ça reste un des plus grands cinéastes de tous les temps. Moi, c'est ça le dire. Ah bah oui. Allez. Alors, on va peut-être pas faire un sujet sur Polanski. J'avoue que. Allez, plus tard. C'est pas je fais un petit coucou à Clément qui est à Perpignan. Il le croise de temps en temps au cinéma à Perpignan. Je crois que c'est juste un petit vieux monsieur qui maintenant va au ciné, qui se traîne un petit peu avec sa femme, qui l'encourage. Il vit en France, j'étais même pas au courant. Oui. Bon, un petit aparté. Je pensais qu'il vivait au pôle Nord comme le père Fouettard. Sa femme, c'est Mathilde Seigner. Emmanuel Seigner. Pardon Mathilde. Voilà, on va clôturer ce. Il a des talents quand même indéniables pour Chinatown ou d'autres films, voilà. Mais bon, ça fait pas. Pas pour J'accuse en tout cas. Oh, voilà, non. Et plein d'autres films. Ouais. Bref, aparté, Polanski, clos. Et carrière close aussi, je crois. Il serait temps. Bon, je pense qu'on a assez parlé de Polanski. Pour faire une transition intéressante, on va parler d'une autre chose qui est de l'histoire ancienne. C'est l'origine des vampires. Parce que là, on parle des films récents. Mais avant les films, il y avait des livres. Et avant les livres, il y avait des mystères étranges sur des morts qui sont surtout des maladies dégueulasses. Et j'avais très très envie d'en parler parce que... des mythes aussi. Des mythes dans toutes les cultures du monde en fait. Exactement. Sur des créatures des qui mythes et les suçaient le aussi. sang. J'ai vraiment fait une blague sur mon explication. Ouais. À l'aide. T'es trop prom Doug. Non, en vrai j'ai bien aimé. T'es mon soutien sur ce coup-là. Du coup... voilà. Je soutiens plus, c'est fini. Vraiment c'est fini. Abandonne-moi. Ok. Flashback au sud de la Sibérie.
un endroit qui était déjà en grande partie mort à l'époque, mais ils ont réussi à trouver d'autres morts qui ont créé un mystère, c'est très très fort. On est en genre 1725, un truc comme ça, et genre t'as 9 personnes qui meurent en 2 jours, dans un petit village paumé, voilà, comme j'ai dit, dans un endroit vraiment que personne ne veut connaître. Et en fait, du coup, il y a un médecin autrichien qui est venu faire un rapport, et il a découvert qu'ils étaient tous morts d'un truc bizarre, ils étaient tous morts à peu près en même temps, et ils avaient tous vu une même personne qui est censée être morte des mois avant. On sait pas si c'était un souvenir émanant de cette personne qui était importante dans le village, ou si c'était un truc un peu paranormal, mais forcément à cette époque-là, ils avaient pas des idées très très scientifiques. Du coup, ils ont ouvert la tombe de cette personne, et ils ont découvert que son corps était vraiment bien conservé. Très très conservé, vraiment sur toutes les parties, il était très pâle, et il disait même, il y en avait certains qui disaient il aurait pas été aussi bien conservé s'il était vivant. Je pense déjà c'est un peu l'idée qu'il y a derrière le côté immortel, je pense, du truc, c'est que il était mort depuis des mois et il avait l'air d'être tout aussi frais et jeune qu'à l'époque, et en plus il avait des traces de sang sur sa bouche et un peu sur son nez. Miam. C'est ça qu'on aime. Et en fait, c'était des règles. Non, rien à voir. Horrible. Oh non. J'aime juste créer des images d'horreur dans vos têtes. Voilà, là on est dans l'ambiance, allez. Et en fait, genre quelque chose comme 7 ans plus tard, en 1732, il y a 17 personnes qui sont mortes en 3 mois dans un autre village paumé du sud de la Serbie. Et encore une fois, un médecin autrichien, parce qu'il y avait vraiment que les Autrichiens qui étaient médecins à l'époque, qui pop encore, et qui fait encore son rapport, et qui encore fait une déclaration du genre oh là là, c'est bizarre, il y a une des personnes qui a été enterrée il y a quelques mois qui a été très bien conservée, et qui elle avait du sang au bord des yeux, au bord des oreilles, au bord du nez, au bord de la bouche. Et du coup, encore une fois, ils font cette même conclusion. Et j'ai pas précisé, mais sur la première personne, parce qu'ils pensaient que c'était elle qui l'avait tué, dans le doute, juste comme ça au pif, ils lui ont planté un pieu dans le cœur et ils ont brûlé le corps. En mode, ça arrivera plus. Wow. Et forcément, vu que les morts ont arrêté derrière ça, ils ont refait la même chose sur le deuxième cas, et les morts ont arrêté aussi. Du coup, ils en ont fait la conclusion que la meilleure manière de tuer des vampires, qui d'ailleurs le mot vampire vient d'une erreur de traduction entre ces médecins autrichiens et ces villageois serbes, parce qu'il y avait des traducteurs qui essayaient de faire tant bien que mal la traduction entre les deux, et les Serbes parlaient de démon, ils disaient on dirait c'est le démon, tout ça, et en fait en traduisant entre les deux, démon ça se dit je crois upir, un truc comme ça, et ben du coup ils l'ont traduit en vampire, et du coup ça a créé une autre créature qui serait cette sorte de suceur de sang, et du coup bref, les conclusions plus récentes scientifiques sur ce qui se serait passé, c'est simplement qu'après ces guerres là, et à cause de la mauvaise hygiène, il y aurait une maladie qui s'appelle l'anthrax, qui tuerait les gens progressivement, et qui surtout garderait les corps très très bien conservés et créerait des hémorragies au niveau de la tête et surtout de la partie buccale, etc. Du coup forcément ça crée ça. Et les morts du village, c'était juste des putains de pneumonies, donc vraiment rien à voir non plus, mais vraiment juste des maladies dégueulasses. Tu veux dire que les vampires n'existent pas ? Ça par contre, ça je répondrai pas, je prendrai pas d'avance sur ça. Ça c'est comme Papa Noël, tu dis pas en fait. Ouais, non. Oh, qu'est-ce que tu dis ? Il y a peut-être des jeunes qui entendent cette émission. Bah non, oui, c'est pour ça, tu dis pas les vampires, ça existe pas en fait. Oui, le Père Noël il existe, les vampires existent, vraiment dormez bien les enfants. Moi j'ai encore l'ambition de devenir tueuse de vampires, donc... Ah ouais. Putain, c'est pour ça que tu trimbales autant d'eau bénite sur toi et que tu pues l'ail. Bref, et ensuite, là maintenant je fais un petit saut dans le temps, petite ellipse temporelle. Oh vas-y, tu plus à ça après. Voilà, vraiment, c'est assez bordélique comme ça l'explication. On va du coup sur les années 1800, donc à peu près 100 ans après, sur le vampirisme qui a changé un petit peu de forme avec le livre The Vampire par John Polidori, qui a l'air incroyable mais que j'ai pas lu parce que je suis illettré. Et The Vampire, ça représente le vampirisme de façon un peu plus charismatique, aristocratique. J'en parlais d'illettrisme justement. Et du coup voilà, The Vampire, ça a apporté ce truc là qu'ensuite Bram Stoker a repris 78 ans après avec son Dracula forcément, et qui a été repris après dans tous les bangers du genre Entretien avec un vampire, Hôtel Transylvania, tous ces chefs-d'œuvre absolus. Dark Shadow. Le Dark Shadow aussi. Non, ça non. Non, si, ça, je défends Dark Shadow. Tu m'étonnes. Parce que là, ça m'étonne même pas. Mais tu connais ça, il y a juste Johnny Depp dedans. Non, Tim Burton. Oui, mais on n'a pas parlé de mon film, d'accord, de Ah pardon, mais on y vient. En vrai, Coppola, je pense que il est au-dessus de tout. Mais Dark Shadow, je veux le défendre. Dark Shadow, c'est bien. Bah essaye. Ça y est, c'est fini. Waouh, ça fait peur. Je vais te défendre Dark Shadow parce que c'est bien. Un film de plaisir coupable, si cette chose existe. C'est bien non, de le reconnaître. Oui. Non, moi je passe un sacré bon moment dessus.
Voilà, il me fait rire. En vrai, je critique, Il est bien fait. Mais Et tu as la j'adore ce parole, qu'il fait, Thomas. et j'adore ce qu'il fait avec ses doigts. Défends-toi, Thomas, tu as la parole, voyons. Parce que là, ah ouais, bon, bah, ok. Ah, je vais rebondir du coup sur Hôtel Transylvania, hein, parce que vous voulez que ça. Attends, je peux rebondir sur un peu d'histoire de vampires Non, aussi vas-y, avant que vas-y, tu c'est plus rebondisses sur intéressant. Hôtel Transylvania. Quand j'étais gamine, j'avais plein de livres sur les vampires, sur les mythes, etc. Et du coup, je fais un bond dans le temps en arrière. Parce qu'en Hongrie, on avait une dame hyper sympatoche que peut-être que nos auditeurs connaissent parce qu'en fait, son histoire a été reprise dans pas mal de séries et de films. Et je pense notamment à American Horror Story, je pense à Supernatural, je crois aussi. Je crois que son histoire a été reprise dedans. Et c'est une comtesse hongroise au 16e, si c'est ça, au 16e et 17e siècle. Qui s'appelait Elisabeth Báthory. Donc, est-ce qu'il y en a qui connaissent ou pas? Pas la ref. Pas du tout, vous n'avez pas la Qui ref. se nourrissait de vierges. Elle a assassiné énormément de jeunes filles. Ouais, en gros c'est ça. En gros l'histoire c'est que c'était une meuf qui était comme beaucoup finalement, obsédée par son apparence et par l'envie de rester toujours jeune, belle, jeune et encore belle. Finalement. The Substance, on Et y Blanche-Neige revient. un peu. Et en fait, au lieu de se mettre une substance dans le corps, une fois elle se faisait peigner les cheveux, c'est une vraie histoire. Une fois elle se faisait peigner les cheveux par une de ses servantes, et en fait, à un moment, sa servante lui tire un peu les cheveux avec la brosse, et donc elle la gifle. Et c'est l'époque, hein, franchement. Bien fait en même temps. Faut bien se faire respecter au bout d'un moment. Exactement. Non, je pense pas ce que je dis. Et elle la gifle, elle se rend elle la gifle tellement fort qu'il y a un peu de sang. Elle lui ouvre un peu la joue et elle a du sang sur la main. Putain, mais elle avait un point américain à ce moment-là, c'est débile. Toutes les bagues. Ah bah oui, en vrai, j'avoue. Et en fait, elle s'est rendue compte quelques jours plus tard que la partie de sa peau où il y avait du sang de cette jeune fille paraissait plus jeune, plus lisse, plus sympatoche, quoi. Et donc elle s'est dit, putain, mais trop bonne idée, je veux ça partout sur moi. Donc je vais tuer plein de jeunes filles et je vais me baigner dans leur sang. Voilà, et du coup, elle faisait ça. Seigneur. Et donc il y a eu un film en 2009 réalisé et avec Julie Delpy qui parle de ça. Je l'avais vu à l'époque, alors c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même une histoire... Le titre, c'est quoi La Comtesse, le film 2009. Et je trouve cette histoire assez folle, et donc ça nourrit évidemment le mythe du vampire, parce que le sang, la jeunesse, l'éternité, tout ça. Et du coup, est-ce que la Elisabeth Báthory de notre époque serait pas P. Diddy finalement? Grand Dieu. Blanc. Grand blanc et petit noir. Oula, rien à voir. Ah, c'est des enfants terribles. Ah bah, il faut bien. Hein. J'ai hâte d'écouter ça dans 20 ans, quand ce sera vraiment une blague d'ultra mauvais goût. Ouais, déjà, c'est à la limite, voire pas du tout. Genre, ça dépasse la limite de loin, mais... Non, mais quand il sera pas allé en prison et tout, qu'il oui. aura rien eu... Putain, d'ailleurs, rien à voir avec les vampires, hein, mais j'ai regardé Pitch Perfect, un de mes films préférés, j'ai dû le voir genre 15 fois, ce film. Et c'est banger. Non, mais vraiment, il faut que tu rattrapes ton retard. Et il y a une vanne sur P. Diddy dans le film. Non, mais si, à un moment, il cite P. Diddy, mais de façon complètement premier degré, en mode pour citer un DJ talentueux ou un truc, enfin, un musicien, j'étais en mode waouh, très très fort. Le film, déjà, a mal vieilli sur certaines vannes. Non, mais déjà, c'est quoi la vanne? Non, c'est juste genre, ouais, il y a le père de Becca, du coup, celle qui veut devenir DJ, qui lui dit si tu veux, je te financerai pour aller à Los Angeles et devenir la nouvelle P. Diddy, un truc comme ça, tu vois. Ah ouais. Et j'étais en mode waouh, Il ambitieux le pas projet. Pipi Diddy, tiens. Pipi Diddy. Pipicha, c'est aussi dans son nouveau pseudo maintenant. Pardon. Alors. Allez, revenons à nos moutons vampiriques. T'avais d'autres choses, je crois. Oui, non, c'était plus pour relancer, c'était rebondir sur, après le cours d'histoire de Pablo, t'avais juste avant dit, c'est vrai que souvent on avait cette impression que, en tout cas dans le roman de Stoker, c'est que le Dracula est monté comme un être élégant, aristocratique, très poli, etc. Mais ce qui est drôle, c'est que le premier grand film de vampire du cinéma, Nosferatu de Murnau, c'est un film où le monstre est effrayant en fait. Il accueille le personnage, mais de suite il est effrayant. Plus animal, oui. C'est ça, et en fait ça allait complètement dans l'ambiance expressionniste allemande de l'époque. C'est qu'on voulait parler d'êtres qui contaminaient et qui pouvaient mettre le chaos en fait dans la société. Et vu que c'est une créature vraiment effrayante, Murnau a vraiment joué sur ça directement, d'où tout le jeu fameux d'expressionnisme, de clair-obscur, etc.
du noir et blanc, tout ça, c'est un truc vraiment qui pour moi imprègne vraiment la mythologie du vampire, parce que les ombres. c'est l'esthétique quoi aussi, c'est pas juste le vampire comment il est, etc. Même si moi franchement, même encore aujourd'hui 100 ans après, il m'effraie encore honnêtement. Il y a un passage où c'est moi très je l'ai remis dans le noir, mais voilà, moi ce Mm. que j'adore aussi dans ce film, c'est sa dimension voilà onirique. C'est vraiment un truc l'onirisme, c'est un truc qui revient vraiment tout le temps dans le cinéma, chez les vampires, etc. Il y a quelque chose de très somnambulique en fait dans le film de Murnau déjà, mais dans plein d'autres films, dont notamment celui de Coppola qui est très 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 onirique. Enfin voilà, même celui de Herzog. Voilà, celui d'Herzog Qui a où il repris, reprend toute la dimension Nosferatu aussi aussi. romantique et qui est chez Murnau déjà, parce qu'on sent aussi les racines germaniques quoi dans le film de Murnau. Où le romantisme, la nature en fait imprègne et comment dire, symbolise la trajectoire en fait du personnage. Donc on va voir le vent, la nature, on va voir des animaux, on va voir même un truc scientifique où à un moment il y a un espèce de parasite qui avale un autre parasite. Enfin vraiment il a vraiment accentué ce mouvement là, et c'est un truc qui est très romantique, et ce rapport entre l'homme et la nature, et entre le monstre et la nature. Et moi c'est ce que je voulais dire, c'est que on commence en fait dans l'histoire du cinéma, du vampire au cinéma, c'est d'abord une créature effrayante qu'on doit d'abord vaincre en fait. Et à la fin du Murnau, ce qui est intéressant, c'est que c'est la lumière qui va gagner sur l'ombre. En fait, c'est la pureté incarnée par Hélène, le personnage voilà, qui est du coup voilà, elle s'appelle Hélène, donc forcément ils ont dû changer de nom, mais c'est en gros la femme de Jonathan Harker quoi, c'est ça. Dans cette réadaptation voilà, Uther, là, c'est Hélène Uther. Ouais, moi j'avoue j'ai pas retenu les temps là, la nouvelle Mina quoi. Voilà Mina qui va là bientôt être jouée par Lily Rose Depp. Voilà. Et c'est qu'en fait voilà, il y a cette pureté qui gagne contre les ténèbres, et c'est un truc qu'on va revoir beaucoup après. Et moi je voulais juste un petit peu au moins basculer sur le Vampire de Dreyer, qui est vraiment, je trouve, un film où ce rapport de l'onirisme et du somnambulisme, il est vraiment très très fort. Pour vite dire, en fait, c'est un personnage qui... Enfin, c'est un personnage voilà, qui tombe sur une maison d'hôtes, et il rentre et il voit que petit à petit, il y a des choses bizarres. Et en fait, il voit qu'il y a des choses surnaturelles qui arrivent, etc. Et il tombe, en gros, il y a une confrontation avec un vampire au bout d'un moment. Et... ce film-là, il parle beaucoup, en fait... Enfin, Dreyer, il a voulu vraiment faire ce film pour parler d'une problématique que j'avais oublié de dire un peu en introduction, mais qui est essentielle dans le truc du vampire, c'est la confrontation entre le bien et le mal, en fait. Et c'est un truc qu'il a voulu vraiment... Dreyer, qui est un cinéaste très mystique, etc., qui a vraiment questionné la problématique du martyr, du rapport à Dieu, à la foi, au pardon... Enfin, toutes ces choses-là, c'est qu'il a vraiment voulu faire un film avec une problématique chrétienne, parce que la problématique chrétienne qui revient entre le bien et le mal, et aussi la notion de salut. C'est un film vraiment qui traite de ça, et il utilise le mythe du vampire en fait pour parler des choses qui sont invisibles aussi dans notre vie, en fait, des choses qui sont cachées, qui sont sous-jacentes, qui sont invisibles. Et pour moi, enfin, souvent je le dis, c'est que le cinéma, c'est un peu l'art c'est le meilleur art pour montrer ce qui est invisible. Et le Murnau, il le montre totalement. Je sais pas si vous en souvenez, dans le Murnau, le passage d'un point à un autre. J'avais noté le carton, enfin vous savez, le carton du... C'est un film muet. C'est ça, il dit, et quand il lui passait le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. En fait, c'est un passage d'une dimension à une autre, du réel au rêve, du réel à l'invisible, à l'indivisible, etc. C'est un truc qui est vraiment, je trouve, est très très fort. C'est que le film de Murnau parle déjà de ce rapport au cinéma, de ce rapport aux choses cachées, aux choses que la réalité peut pas nous montrer, mais que la caméra et tous les moyens techniques avec peuvent montrer. Et c'est vrai que le Murnau est assez prodigieux en termes techniques. Il y a beaucoup d'idées de mise en scène, il y a beaucoup de... On rappelle qu'il est sorti en 1922. C'est ça. Ouais. Le fait de filmer déjà qu'en décor réel, il y a beaucoup de jeux de time-lapse pour montrer que Nosferatu il est très fort, qu'il peut aller très vite, etc. Il y a le montage de aussi. J'ai l'impression de montage. Enfin, c'est vraiment un film qui est très très beau quoi, visuellement, qui est impressionnant. La nuit, le jour. On s'ennuie pas en plus. Vraiment, il dure 1h30. C'est hyper fluide, linéaire, mais. Puis il y a des plans qui marquent quoi, vraiment pour cette époque-là, pour ces moyens-là. C'est effrayant. Moi, le dernier plan, là où il mord. Ouais.
Ah, moi, je le trouve vraiment effrayant, ce Ouais. plan. Ouais. C'est fixe et tout. Il bouge pas, personne bouge. Tu pourrais croire. C'est fort. Ouais. Mais c'est voilà. Non, mais c'était un peu. Je vais pas trop aller dans le vampire de Dreyer, mais franchement, si vous l'avez pas vu, celui-là il est super parce que c'est un espèce de voyage un peu insolite qui tend vers quelque chose. Il y a une espèce voilà, comme je disais, d'onirisme. C'est très hypnotique en fait comme film. Et je trouve que ce rapport du rêve, il est essentiel avec le vampire parce que vu que c'est un être de la nuit, c'est un être de l'immortalité, du temps. C'est un truc qui du coup est complètement en rapport avec le cinéma et celui de Dreyer il est assez sous-estimé par rapport à en termes en tout cas de réputation par rapport à Murnau évidemment, mais aussi celui par rapport au Dracula de Todd Browning qui je trouvais sympa mais qui manque un petit peu d'impact dramaturgique, mais qui est juste très marquant parce que Bela Lugosi, c'est ça, le but n'était pas le même pour tel ou tel film. Voilà. Mais il a quand même mis beaucoup de bases dans le cinéma fantastique des années 30 et de la Universal Monster, hein. Complètement. Todd Browning, c'est le premier. Hein. Il est essentiel, enfin, je veux dire, c'est un film qui est très important, clé, mais qui est pas le plus onirique. Il y a une forme d'hypnose dans le jeu, je trouve, dans le jeu de Bela Lugosi, dans le jeu des acteurs, dans la manière dont c'est amené. Il y a une sorte de lenteur. Et pour le coup, Bela Lugosi, du coup, c'est plutôt un monstre qui est très élégant, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est lui qui a apporté, en tout cas dans la représentation et le cinéma, le côté charismatique des vampires. Oui, cheveux. Complètement. Cheveux gominés, un peu complètement, italien sur les bords. Je pense aussi, ouais. Je pense que là, il reprend plus le texte de Stoker, quoi. Oui, voilà. Dans le texte de Stoker, qui est très... comme on disait, très élégant, etc. Oui, la série aussi, Dracula, qui était sur Netflix, c'était super cette très, série. très bien. Après l'écriture de Sherlock, là. Oui. Parce que du coup, j'ai pas vu que les critiques étaient terribles, mais j'étais curieux quand même. Sacré. Moi, j'ai trouvé ça super. Ouais. Ah, ok. Le rapport au temps, l'acteur est incroyable. Là, c'est sûr. Là, travail par rapport au temps et c'est rigolo comme il y a à la fois. J'ai lu il y a longtemps le Dracula de Bram Stoker, mais je le trouve à la fois hyper fidèle dans son infidélité. C'est un peu con ce que je dis, mais c'est. Mais c'est beau, ça se répète, c'est pareil. Non, mais en fait, il va au fond de son délire comme le faisait déjà le Dracula de Bram Stoker, quoi, mais juste avec des codes beaucoup plus modernisés. C'est fou, c'est moyen ce que je dis, mais faut le voir pour comprendre. En série, il avait plus de potentiel en plus. Oui, il a plus de avait matière. Plus de temps aussi, ouais. C'est ça, mais moi, en tout cas, voilà, juste pour finir, mais c'est que vu que dans le roman de Stoker, il y a comme cette... En fait, c'est comme si Stoker il avait posé tellement de bases, mais que son écriture restait assez approximative sur... Enfin, il écrit très bien, c'est pas ça que je veux dire, mais il va pas à fond dans un sujet, etc. Il a posé un peu tout, tout ce qui est en rapport avec la tentation, le rapport inconscient du vampire, etc. Je trouve que les premiers films, en tout cas, sur les vampires, de Murnau, de Dreyer, de Lugosi, enfin de Lugosi, non, du coup de Todd Browning. Il instaure déjà bien cette dimension inconsciente et le cinéma est un des meilleurs arts pour représenter l'inconscient et ce que je disais, l'invisible. Donc je trouve voilà, c'est un truc qui est assez intéressant et c'est que je veux juste rebondir sur le film de Robert Eggers, c'est que je montre comment il va l'introduire, quoi, cette dimension-là, qu'est-ce qu'il va en faire. Bien sûr. Okay. Attends, t'es en train de me dire, Simon, que t'as fini là ? Non, du tout. Ah putain, j'allais sortir la bière. Mais... Bon, on s'en fout, y a pas de mauvais prétexte. Allez. Et surtout que, attends, on t'a interrompu dans ton analyse filmique de Hôtel Transylvania. Oui, j'avoue. Ah oui, c'est vrai. J'enchaînerai avec l'analyse de Twilight et de Buffy contre les vampires. Let's go. Je ferai Underworld pour finir. Allez, ça part. Et Blade. Toujours le meilleur pour la fin, c'est ça qu'on dit, non ? Oui, bien sûr. Alors, Hôtel Transylvania, c'est un film sur les mécanismes de la haine et de la peur dans une société qui est pourrie de l'intérieur par ses propres clichés xénophobes. Le 3 ou le 7 Parce que le 8, j'aime bien aussi. Putain, j'avais pas qu'il y en avait autant, putain. Je rigole. Non, il y en a 3, je crois. Il y en a 3 ou 4. Il y en a pas un où ils vont à Hawaï, où ils vont en vacances, un truc comme ça. Bien sûr, moi je crois qu'il y en a 5. Par celui-là. Non, en vrai, le premier était plutôt cool. Et puis, il parle un peu de ce truc de genre la peur et le racisme qui, en fait, engendre du point de vue des personnes qui sont racisées, du racisme aussi, Vraiment ? de la peur, tu vois. Vraiment ? Bah ouais, parce que ça parle des monstres qui, du coup, se cachent, en fait, dans leur propre hôtel pour se protéger des humains qui les ont chassés pendant des centaines d'années. Et du coup, qui ont peur maintenant des humains. Et du coup, ça parle de Dracula qui a une fille. Et cette fille, elle veut découvrir le monde. Et lui, il lui interdit, classique, hein, on est dans un délire un peu à la réponse.
source, et qui lui interdit de sortir de son château parce qu'il a peur que du coup les humains soient comme d'habitude, et du coup il y a vraiment une peur auprès de tous les monstres en fait, et c'est ça qui est marrant dans le film, c'est que tous les monstres ont peur des humains, et en fait les humains sont décrits comme des monstres vraiment pendant tout le film. Du coup, c'est un peu leur monstre. À un moment, ils montrent des images d'humains qui sont en train juste de manger des domacs et d'aller sur la plage et tout. Et ils le voient comme des images de creepypasta et de films d'horreur, tu vois. Et j'aime beaucoup. C'est. Ils avaient repris ça un peu pour la famille Adams, les films d'animation aussi. Il y avait ça. Oui. Il était vraiment chouette, tu vois. Et puis ça revient un peu aussi. On revient toujours à Tim Burton de temps en temps. Et de remettre l'argent, c'est pareil. Avec toi, en tout cas, toujours. Mais non, après, film que j'aime beaucoup de vampires, on n'en a pas parlé, c'est. Comment ça s'appelle déjà ? C'est. Merde. En fait, je confonds tout le temps. Une nuit en enfer. Merci, je confonds tout le temps avec Voyage au bout de la nuit, qui n'a rien à voir. De Robert Rodriguez, écrit par Robert Rodriguez et Tarantino. Écrit par Tarantino, je crois. Ah, il a pas écrit aussi. Je crois que c'est Tarantino, c'est sûr qu'il a écrit. Et puis ça se voit à quel point il bouffe des pieds dans ce film, que genre c'est écrit par lui. Après, c'est les pieds de Salma Hayek aussi. Ouais, vraiment, ça se comprend. Mais j'aime beaucoup ce film. J'aime vraiment. Je sais pas si vous l'avez vu. Bon, je vais spoiler le film en vrai pour ceux qui l'ont pas vu. N'écoutez pas les prochaines minutes, parce que là le film est trop bien à regarder. Ah mais non, en même temps c'est trop tard en fait. J'ai dit que ça parlait de vampires. En fait, le twist du film, c'est que ça parle de vampires en fait. Ah oui, c'est vrai. En fait, de base. Et moi j'ai montré à mon frère et mon père sans leur dire, j'aurais dit juste ah putain, c'est un film de Tarantino, enfin avec et de Robert Rodriguez qui connaissait. Et j'aurais dit ouais, c'est juste un film sérieux et tout. Et du coup, ils l'ont regardé, et quand les vampires sont arrivés dans le film au milieu, mais genre au début c'est un truc d'otage un peu qui parle de chrétienté, qui parle de famille, qui parle de pulsion meurtrière et de perversion et tout ça. C'est un film hyper sérieux, et en vrai c'est plus sérieux que tous les Tarantino réunis, j'ai l'impression. Enfin, même si il y a des thèmes sérieux. d'Harvey Keitel, même le personnage de Tarantino qui a des visions meurtrières et qui genre tue des femmes de façon et qui les viole aussi et tout. Enfin, le personnage est horrible, et le film au milieu il drop complètement sur genre des gens qui se transforment en vampires, et eux qui les tuent avec des arbalètes et avec des pistolets à eau aussi, plein d'eau bénite. Et du coup, en vrai, pour le coup, ne pas leur avoir dit, je pensais que ça ferait une bonne expérience pour eux. Ils ont détesté le film. Pourquoi ils ont détesté? C'est quoi l'argument? C'est parce qu'en fait ça part en full série B bien conne, où genre le personnage d'Harvey Keitel, qui était un prêtre profond, tout ça, il commence à genre faire des crucifix et à bénir de l'eau pour genre leur balancer à la gueule et tout. Cool. Et après ça part sur des giclées de sang pas possible et tout. Tu l'as jamais vu? Ah si, moi je l'ai vu après, en sang. En sang, elle l'a vu en sang. T'es dans l'ambiance, dis donc. Je l'ai vu enfant. C'est ça que je voulais dire à la base. Putain. Ouais, j'ai vu enfant. Ouais, non, mais je vous ai parlé de mon père. Non, enfant, allez, j'étais peut-être préadolescente, mais franchement, max, je l'ai pas vu à l'adolescence, je l'ai vu avant. Oui, moi j'avais adoré, mais c'est. Ok. Mais je savais, je pense, avant de le voir, que c'était un film de vampire, et c'était sûrement pour ça que j'avais envie de le voir. J'ai l'impression que c'était quand même hyper couillu de leur part de faire ça, parce que genre vraiment le film est hyper sérieux, et puis il traite de sujets compliqués, de sujets profonds et tout, et il les abandonne mais à 100% au moment où les vampires arrivent. C'est-à-dire que c'est pas comme si les arcs étaient fermés ou quoi. C'est au moment où les vampires arrivent, et c'est tout le comique du film, et c'est ce que j'adore, c'est qu'au moment où les vampires arrivent, le film bascule complètement, et il y a plus du tout ça, et les méchants sont des gentils, et les gentils sont des gentils aussi, et du coup toute la pulsion qu'il y a entre genre la famille qui se fait un peu torturer par genre les braqueurs, tout ça, en fait ils se mettent tous ensemble pour battre les vampires. Bon, après il y a quand même quelques très très bonnes idées, et moi j'adore la scène de violence à la fin qui dure durer quoi, 45 minutes. Ouais, franchement c'est vraiment la deuxième partie du film. La deuxième partie du film qui est hyper violente comme ça. Bourré. Mais j'aime bien moi ces films qui passent du coq à l'âne complet. Enfin, je le vois un peu, alors de très loin, mais je le vois un peu comme un Psycho, où en fait on te pose des bases et des postulats pendant une bonne partie du film qu'on te détruit d'un coup, quoi. C'est trop chouette. Ouais. Voilà. Mais c'est dommage que ces films soient devenus cultes presque, même si Psycho il le mérite de fou. Parce qu'en fait, moi quand j'ai vu le film, je savais en fait. Tu sais, il y a quand même un twist dans Psychose. Je veux dire, on sait qu'il y a cette scène de douche, et que du coup il se passe certaines choses qui sont surprenantes par rapport au personnage principal du film, et du coup c'est comme pour Star Wars, presque j'aurais aimé que genre le Je suis ton père ne soit pas si populaire, parce qu'en vrai à l'époque ça devait être une dinguerie de découvrir ça. Mais aujourd'hui il y a des films ça marche encore. Fight Club, pas tout le monde est au courant. Non, mais Fight Club, mais c'est encore très récent par rapport au Star Wars et par rapport au Psycho. Mais c'est vrai que Psycho,
Bon, on part plus dans les vampires là, non? Ah non, Pardon. on Non, déborde je totalement, on je est parlerai terrible. pas de Psycho, alors je m'arrête là. On en reparlera une prochaine fois. Ça, Ouais. une émission entière. Non, mais Exactement. moi, je trouve qu'il y a un autre film qui est intéressant de vampire pour aller vite. C'est le Jarmouche, là, le All in Lover Left Alive. C'est une autre manière ouais. d'appréhender. C'est une autre manière d'appréhender le vampire. Je trouve qui est intéressante où de lui-même, Jarmouche, il disait que c'est des espèces de outsiders à bohème qui, c'est des artistes un peu à la manière de Jarmouche, quoi, qui sont Grave. dans une espèce de Enfin, tout le début du film, c'est un vinyle qui tourne en rond. Et c'est un peu l'esthétique de chez Jarmouche. C'est des personnages qui tournent en rond, qui sont des espèces d'errance, qui sont. Se laisse vivre, des fois. Se laissent vivre dans une balade un petit peu souvent des balades un peu hypnotiques, poétiques, etc. Et les personnages de Jarmouche, les vampires de Jarmouche, c'est des personnages qui se confrontent à leur propre immortalité et qui du coup voient le délabrement de la société. Donc chez Jarmouche, il y a beaucoup de films, il filme beaucoup le paysage, il filme beaucoup ce que devient la société, la mutation de la société, et à travers des scènes de voitures qui sont un peu longues dans Détroit, etc. Et je trouve que sur ça, il a super intéressant, c'est qu'il a vraiment réussi à capter le vampire, à garder son mythe, etc., mais à le mettre au goût du jour dans une modernité qui fait qu'on garde cette dimension du vampire qui est tiraillé parce qu'en fait les vampires sont montrés comme des junkies. Ouais, ça c'est c'est assez intéressant parce que c'est des junkies qui sont en manque de sang et qui n'ont pas envie de tuer en fait. Du coup ils essaient de choper leur sang à travers des poches de sang à l'hôpital, enfin bref, des trucs comme ça. Et c'est un film un peu comme, pas avec l'ambition du Coppola évidemment, mais qui essaie un peu de retranscrire tout ce qu'il y a eu avant en termes d'histoire de littérature, de cinéma, surtout de musique. Il y a beaucoup de musique. Et du coup, c'est des personnages qui ne trouvent plus leur sens en fait. Ils sont fatigués. C'est un film très existentialiste, voilà, qui sont fatigués exactement, qui sont épuisés et qui sont ils essaient de trouver toujours un but. Et ça, je trouve que sur ça, c'est vraiment le film de vampire moderne, quoi. Même postmoderne dans son propos, quoi. Et du coup, cette fatigue-là, c'est par rapport à l'immortalité ou pas? Parce que j'ai pas vu le film du tout, évidemment. Mais c'est par rapport en fait d'avoir vu trop le temps traverser, de voir ce que deviennent les sociétés. Par exemple, dans le personnage de Tilda Swinton est plutôt positif. Elle essaie toujours de remonter le moral du personnage qui est joué par Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. C'est Tom Hiddleston, un peu vraiment le blasé, il est un peu à la fois avant-gardiste, en même temps il est un peu conservateur dans le sens où c'était mieux avant, c'était mieux comme si, etc. Les humains dedans, il les appelle les zombies, tu vois. C'est vraiment, il montre un état d'une société qui est très mélancolique, qui est très pas mortifère, mais qui est un petit peu genre, je sais pas, j'ai pas trop de termes là, mais qui est comme je disais, un peu comme les paysages, qui est délabré en fait. Et c'est un peu ce que veut retranscrire c'est ce rapport entre leur vision la vision intérieure du vampire et avec ce qu'il filme en extérieur, quoi. Okay. Sur ça, le film, il est vraiment très, et en même temps c'est un film, et c'est un truc que je pourrais dire sur les vampires, c'est que c'est le rapport à l'amour, tu vois. C'est que chacun de ces films, c'est toujours une question par rapport à l'amour, et c'est un peu gnangnan dit comme ça, mais c'est l'aspect très romantique. Les c'est vampires, l'aspect très romantique du vampire, c'est aider le Murnau en fait. Il veut chercher la fin, c'est par amour, etc. Elle se sacrifie par amour. Le sacrifice dans Dracula, c'est totalement ça. C'est ça, parce qu'il met son Elisabetta, la femme qu'il aimait tant, il le met, elle est comme réincarnée un petit peu. Voilà, il le calque sur comme dans Dark Shadow. Winona Ryder. Également sur Winona Ryder. Donc à la fin, voilà, c'est une libération pour lui. C'est montrer que les vampires, c'est des personnages qui sont maudits et qui, en fait, on peut créer une autre sorte d'empathie, quoi, pour eux. Et en tout cas, en tout cas dans le Jarmouche, c'est ce qu'ils retiennent, quoi. C'est ça que je trouve assez beau. C'est pour ça que non, les vampires sont retransmis dans plein d'états, de classes sociales. Tony Scott, lui, s'était essayé avec les Prédateurs, le film Les Prédateurs, où là, c'est quand même de gros bourges. En tant dans notre époque, le film est sorti, je sais plus trop, mais en tout cas, ils vivent dans des gratte-ciel, voilà. Ouais, il est sorti en 82, ça se passe à New York. On a Tony Scott, je viens de lire en fait que c'était son premier film.
Ah ouais. C'est son premier long métrage et Tony Scott, c'est le frère de Ridley Scott. Scott. Personnellement, je trouve meilleur que Ridley, mais ça, c'est juste mon avis. Ouais, tu as vu Les Prédateurs ? Non. Ou tu as vu d'autres Non, mais Tony Scott, moi, j'aime beaucoup, par exemple... Beverly Hills 2. Exactement. Non, mais juste le Top Gun déjà. True Romance, Man on Fire. Man on Fire, j'adore Unstoppable. Enfin, après, c'est un mec qui fait de l'action, Domino, les trucs comme ça, les déjà vu. Mais après, c'est juste que même si en vrai Ridley Scott non, c'est le grand réalisateur de la fratrie, mais c'est que moi je trouve que Ridley Scott il a pris la conf, et même si Alien est un de mes films préférés et aussi Blade Runner, je trouve qu'en vrai Tony Scott il était un peu plus vrai, tu vois, et un peu plus constant dans sa qualité, tu vois. C'est le grand frère, ils ont fait des films tous les deux. C'est d'abord le Tony Scott, le grand frère qui a lancé aussi Ridley Scott. Ils ont fait tous les deux, c'est son aîné. Enfin bon, on va parler de ça maintenant, mais en tout cas il s'était essayé avec les Prédateurs. Il y avait donc David Bowie, Suzanne Sarandon et Catherine Deneuve. Ouais, premier film, t'as tes 3 protagonistes, c'est David Bowie, Sarandon et Deneuve. Franchement, c'est bien sympa. Et pareil, là, on retrouve un peu les années 80 dont on parlait tout à l'heure, qu'on aime beaucoup avec ces vampires qui, si, pour le coup, sont des gros bourges, mais comme dans Génération Perdue, ils portent du cuir, donc on les pardonne. mais en fait, oui, ça parle de vampires, mais ça parle beaucoup plus d'amour fou et d'érotisme et de commu LGBT aussi. Parce qu'en fait le film c'est l'histoire de Deneuve et David Bowie qui sont un couple de vampires qui se nourrissent comme ils peuvent, mais ils ont pas beaucoup d'attaches, quoi, ils y vont. Sauf qu'en fait David Bowie il a une maladie qui fait qu'il a un vieillissement, je crois, accéléré, c'est un truc comme ça. Et du coup, Catherine Deneuve va demander à une docteure. Je sais plus si l'idée des vampires est acceptée dans le film. Genre, ça existe, ça vit en commu. Non, ils sont cachés. Ils sont cachés, mais cachés quand même. Ils sont plus libérés peut-être, mais je pense, il me semble pas. Non. Et du coup, ils font appel à Suzanne Sarandon, qui est une docteure. Et en fait, Deneuve et Suzanne Sarandon vont entamer une relation toutes les deux, plus ou moins dans le dos de Bowie. Voilà. Ok. David. Ça fait envie. Ouais, on adore le film, Ouais, bon, mais je pense qu'on a fait une petite synthèse intéressante sur les vampires au cinéma, et pas que au cinéma. De toute façon, on y reviendra un peu sur le Eggers. Exactement, c'est le but. Le prochain épisode que nous allons faire, ce sera sur Robert Eggers, sur ces 3 films connus, donc ces 3 seuls films. Préparez-vous, regardez le Nosferatu, écoutez notre épisode et faites le bilan de tout ça. Exactement. Ça va reparler de vampires de toute façon. Ah oui, avec le nouveau Nosferatu qui sort le 25 décembre 2024 dans nos salles. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et pour fêter ça, petite bière. Let's go. À plus Simon, à plus Faustine et à plus Bonne soirée. À plus. Bonne soirée. Ciao.